Qui compte alors du coup? Ouais, c'est bon. C'est bon? Nickel. Eh ben, vamos. Ok, bonjour à tous. Le CV est mort, que vive le CV. Qu'est-ce que c'est cette connerie encore? En fait, c'est juste un gros placement de produit pour une publi qu'on vient de sortir il y a tout juste 15 jours dans Methods in Ecology et Evolution. Donc, je remettrai le QR code à la fin pour ceux qui s'intéressent, pour qu'ils puissent le flasher. Alors, le CV, c'est quoi? C'est une statistique qui a été introduite au 19e siècle par Pearson. C'est simplement le rapport de l'écart type sur la moyenne. Alors, je vais le noter PCV avec un P en exposant à gauche pour le distinguer d'un autre coefficient de variation qui date du 21e siècle, on est beaucoup plus récent, par Monsieur K. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je le noterai KCV. Donc le KCV, c'est peut-être pas la meilleure façon de le définir, mais je trouve pour l'introduire, c'est assez simple. Vous pouvez voir, c'est juste une transformation du PCV, du CV habituel. Alors ça, c'est important parce que la conséquence, c'est que si vous travaillez avec des vieilles publications dont on a perdu les données originelles, si vous avez le PCV, vous pouvez actualiser avec cette simple formule qui est toute bête, qu'on peut même calculer dans Excel, c'est vous dire. Alors je vous promets, c'est ma dernière formule, il n'y en aura plus. Je vais plutôt vous présenter l'intérêt du KCV sur un problème pratique, donc c'est vraiment un cas pratique, sur le phénomène de masting. Alors, je vous présente un petit dispositif expérimental qui est dans la forêt domaniale de Seyon, au sud de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. La placette au centre, elle fait 100 mètres par 100 mètres, un hectare, un terrain de foot, quoi, c'est pour vous donner une idée de la dimension. Et on suit 10 arbres, 10 chênes. Et qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre de glands. Par exemple, là, en 2012, il y avait 23 glands en moyenne qui étaient produits par mètre carré par les chênes. Alors, on a une petite dizaine d'années de recul. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, le masting, c'est ça. C'est une production épisodique, massive et synchrone de fruits par les arbres. Donc, c'est vraiment ça le phénomène de masting. Et quand il y a une glandée, quand il y a une grosse production, c'est vraiment impressionnant. Vous avez le sol de la forêt qui est littéralement jonché de glands. Donc, c'est sur ce domaine d'application que je vais vous présenter les choses. Alors, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que c'est un phénomène qui est purement localisé, très local. Ici, on change complètement d'échelle. Là, c'est la Pologne. C'est toujours des suivis de glandés de chênes. Chaque point, en fait, c'est des données qui ont été agrégées au niveau régional. Chaque région fait à peu près 100 km par 100 km. Autrement dit, par rapport à tout à l'heure, j'ai dézoomé d'un facteur 1000. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se passe à grande distance également. Alors, pour faire des stats, on a besoin de données. Alors, nous, on a profité, on a eu l'opportunité en 2022 et sorti la base de données Mastri. Donc, elle est issue d'une collaboration internationale sur tous les continents, de gens qui se sont mis d'accord ensemble pour éplucher toute la littérature sur le masting et construire une base de données qui est publique, accessible, libre de droit, tout le monde peut l'exploiter. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a extrait de cette base de données 1433 séries quantitatives d'au moins 12 ans. Donc 12 ans, ça commence à être long, hein. Ça fait 3 ANR consécutives. Réussi. Pas évident, forcément. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ces 1433 séries. On va comparer bêtement le PCV et le KCV. Et ça vous fait ce graphique-là. Donc vous avez mis 1433 points qui sont disposés sur cette jolie courbe. Ça reflète simplement le lien fonctionnel mathématique entre les deux coefficients de variation. Qu'est-ce que vous voyez tout de suite? C'est que le KCV en bas, il est borné. Il varie entre 0 et 1. Alors que le CV classique, lui, il part facilement en sucette vers plus l'infini quand la moyenne est trop petite, quand la moyenne tend vers 0. Et alors, le fait que le KCV soit borné, ça a permis à M. K de proposer une échelle de verbalisation qui est indiquée en haut et qui est assez facile à retenir. Par exemple, je suis au-dessus de 0,8, et je suis là à un très, très haut niveau de variabilité. Donc, c'est vraiment le premier intérêt du KCV, c'est un intérêt sémantique. On sait tout de suite où on est sur la gamme de variabilité. On a un indice qui varie entre 0 et 1. Sur la première bissectrice, donc vous voyez que jusqu'à des niveaux de 0,5, en fait, le PCV et le KCV, c'est quasiment la même chose. Donc, c'est aussi
une idée de compatibilité ascendante. Pour les faibles niveaux de variabilité, de toute façon, ça ne changera rien d'utiliser l'un ou l'autre. C'est que quand on va taper dans les très forts niveaux de variabilité que le KCV va tamponner les choses. Les effectifs qui sont indiqués en haut, eh ben, c'est comment les 1433 séries se répartissent dans les différentes classes de verbalisation. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que les 3/4 des séries, elles sont au niveau très grand et très très grand de variabilité. Donc, ce que je vais faire, il n'y a pas qu'un intérêt sémantique, il y a aussi un intérêt très opérationnel à utiliser le KCV. Je vais me placer à un niveau de variabilité de 0,8, qui est typique des séries qu'on rencontre dans les études de masking. Et puis, je vais faire des simulations, parce que les simulations, c'est agréable, parce qu'on connaît les paramètres au niveau populationnel, on peut tirer des échantillons, faire nos petits calculs, et puis voir comment ça se comporte par rapport à la vraie valeur. Donc j'ai fait ça à niveau 0,8 en tirant des échantillons dans une loi log normale, c'est typique des séries du masking. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc c'est exactement les mêmes séries qui ont été utilisées dans les deux cas. Donc à gauche, vous avez le PCV, à droite, vous avez le KCV. La ligne en pointillé, c'est la valeur au niveau de la population. Et puis les points, eh ben, on a fait 10 000 échantillons, et le point, c'est la moyenne. Donc ce que vous voyez tout de suite, c'est que pour les deux CV, sont des estimateurs biaisés de la vraie valeur, puisque systématiquement, ils sous-estiment le niveau de variabilité. Bon, asymptotiquement, on va y arriver, mais de toute façon, il y a un biais systématique. Mais vous voyez aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la convergence avec le KCV est plus rapide qu'avec le PCV. Donc le KCV, quelque part, c'est un accélérateur de convergence. Alors, OK, on accélère les choses, mais est-ce qu'en pratique, c'est intéressant ou pas? Oui, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la zone grisée, ça représente l'écart interquartile pour la durée des séries qui sont dans la base de données Mastri. En fait, il y a 50% des séries qui sont comprises entre 4 et 17 ans. Donc 4, 17 ans, ça vous donne une idée, c'est l'ordre de grandeur de l'effort d'échantillonnage raisonnable qu'on peut espérer faire dans ce domaine. Le point rouge, c'est quand on est arrivé à 80% de la vraie valeur, la valeur populationnelle. Donc vous voyez qu'avec le PCV, avec un effort raisonnable, on ne l'a pas encore atteint, tandis qu'avec le KCV, on est tout à fait dans les clous. Voilà, donc il y a un intérêt pratique à utiliser le KCV. Il y a un autre intérêt que je ne détaillerai pas, c'est qu'on augmente la puissance statistique des tests d'hypothèse. On l'a aussi montré dans un cas particulier, mais qui est vraiment très spécifique du domaine. Donc je ne détaillerai pas plus que ça. Et je vous renvoie à l'article si vous voulez en savoir plus. Merci. Dans les temps, hein. On est dans les temps, oui. Là, ce que tu nous montres, c'est que le KCV, c'est un estimateur, enfin, moi, c'est ce que je comprends, c'est un estimateur biaisé du KCV de la population. Mais alors, comme dans le cas de la variance, est-ce qu'on ne pourrait pas corriger le KCV de l'échantillon pour avoir quelque chose de débiaisé, quoi? Non, j'y crois pas à ça. C'est pour c'est direct, quoi. La formule analytique, elle existe. Oui, non oui, pour la variance, mais pas pour. Je crois pas. Pas pour le KCV. Non, ça m'étonnerait. Ça se saurait. Merci, c'était super clair. Moi, j'avais une question sur la motivation à la base de l'introduction du KCV. C'était le fait que c'est compris, c'est borné entre 0 et 1, ou il y avait d'autres motivations? Et est-ce qu'il y a d'autres transformations qui ont été proposées? Il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Il y a Levantine qui avait proposé il y a longtemps, en 67, je crois, de travailler, de passer en log tout simplement, hein, de façon plus classique. Le problème pour les études du masking, c'est que nous, on a beaucoup de zéros. Et donc, alors, on peut bricoler, faire log de alpha plus x, un truc comme ça, sauf qu'après, on perd une propriété qui est essentielle, c'est l'invariance d'échelle de la statistique. Donc, c'est un peu ça qui nous avait motivés. Et quand on est tombé dessus un peu par hasard, on a dit, mais c'est super. Donc, on a voulu faire un article, vous avez compris, c'est un peu de l'import-export, pour essayer de vulgariser cette statistique dans le domaine écologie et évolution.
J'avais une question. Et la motivation, du coup, c'était quoi? Pourquoi ils disent on va modifier le CV c'était l'histoire bornée entre 0 et 1. C'est d'avoir une mesure un peu Ah, ça, je trouve que c'est d'effet. super. Ouais, ça, je trouve que c'est super. C'est dans l'entrée de jeu, tu vois, ta valeur, tu sais exactement où tu es. Alors, tu pourrais aussi le faire avec le CV classique. Simplement, tu aurais des bornes qui seraient toutes discordes, enfin, très difficiles à mémoriser, quoi. Oui, merci, c'était très intéressant. Alors, il y a, pour les données de comptage, on travaille souvent avec un indice de dispersion où c'est plutôt le rapport de la variance sur la moyenne. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y avoir un intérêt de, je sais pas, de remplacer du coup l'écart type par la variance? Enfin, la variance me semble peut-être un peu moins, enfin, stable en quelque sorte parce qu'on passe au carré. Ou historiquement, je sais pas comment ça se fait qu'il y a ces différents indices qui ont été proposés. En tout cas, dans le domaine du masking, la propriété. Pourquoi on ne prend pas la variance? Parce qu'on veut avoir l'invariance d'échelle. C'est-à-dire, si je multiplie toutes, si je change les unités, bêtement, je ne veux pas que ma statistique elle change. Tandis que si je prends la variance, ça ne sera pas le cas. Ouais, ça c'est déjà un problème. Ouais. Question? Une autre question? Moi, je me demandais, moi, je connais pas trop ces indicateurs, mais est-ce qu'il y a on a une idée de la distribution du CV pour des lois connues, disons, une N01. Ouais, Et, et est-ce que le KCV, on connaît du coup? Oui, c'est dans l'article de Monsieur K, il est très complet. Et pour tout un tas de distributions, il a fait un gros tableau qui récapitule tout ça. Pardon? Oui, faut regarder pour tous les détails, il faut vraiment aller voir l'article de M. Perron. Merci. Vous lui donnez le programme, vous avez un autre charme. La prochaine présentation, c'est à distance. Fred, tu peux essayer de partager? Ah, mais moi, Ouais. Ouais. Je... Ah oui, il faut attendre que vous vous départagiez. Du coup, hop. Donc. Ok. C'est bon, je peux y aller? Ouais, je peux. Vous m'entendez? c'est parti. Je peux y aller? Ok. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un package R qui permet de faciliter l'utilisation des Monte Carlo Markov Chains quand on fait des statistiques bayésiennes. Donc, je suis désolé, comme la présentation est courte, c'est une présentation sans trop d'écologie, mais plutôt pour vous présenter l'intérêt de l'outil. Donc, le package en question, il s'appelle Run MCMC BT Adjust. Une des caractéristiques du bayésien, du calcul en bayésien, c'est que les paramètres à estimer sont supposés suivre une distribution de probabilité avant même d'observer les données et sont supposés suivre toujours une autre distribution de probabilité après avoir observé les données. Et donc, l'objectif de l'estimation bayésienne, c'est de mettre à jour notre incertitude sur les paramètres conditionnellement à l'observation des données et au modèle qu'on a plaqué sur les données. En d'autres termes, il s'agit d'estimer la distribution de probabilité a posteriori des paramètres, P de θ, sachant Y, donc les variables à expliquer observées et les variables explicatives X. Alors pour ça, un des gros outils qui est utilisé pour ce faire et qui a fait que les stats bayésiennes se sont développées ces dernières décennies, c'est les Monte Carlo Markov Chain,
qui permettent d'asymptotiquement tirer au sort dans la distribution a posteriori. Et donc, ces chaînes de Markov, ce sont donc une ou plusieurs chaînes de Markov, suivant la manière dont on les utilise, qui prennent comme valeur les paramètres statistiques du modèle, donc θ, et qui sont construites, ces chaînes de Markov, de façon à converger vers la distribution a posteriori des paramètres P de θ, sachant yx. Et donc, quand on utilise ces chaînes de Markov, il faut faire attention à ce que la convergence ait bien lieu vers la distribution asymptotique avant de tirer des conclusions sur les valeurs qu'on sort de MCMC. Et donc, ce qu'on souhaite faire, comme on va tirer au sort, comme le MCMC va nous aider à tirer au sort des paramètres dans la distribution a posteriori, ce qu'on souhaite, c'est avoir donc, des valeurs de θ donc, tirées au sort dans la distribution a posteriori. Et ce qu'on souhaite en plus, c'est qu'elles soient plutôt indépendantes les unes des autres, donc relativement indépendantes. Et donc, c'est deux objectifs qu'on a quand on utilise du MCMC. D'une part, qu'elles soient dans la distribution a posteriori parce qu'on a convergé vers la distribution a posteriori. Deuxièmement, qu'elles soient presque comme indépendantes. Et donc, quand on utilise le MCMC, si on veut être rigoureux sur ces deux aspects, on a bien entendu d'abord la phase d'écriture et d'estimation du modèle. Donc ça, c'est la phase classique qui est nécessaire tout le temps. Après, on a une première phase de vérification de la convergence, donc de signe de convergence vers la distribution a posteriori. Donc ça demande du travail, une intervention de l'utilisateur pour soit revenir sur le modèle si jamais on n'est pas du tout content de la convergence, soit continuer à changer le nombre de burn-in, soit augmenter le nombre d'itérations. Et donc, à ce moment-là, on va vers la phase suivante, qui est la vérification plutôt de l'indépendance ou du nombre de valeurs efficaces. Et donc, là, pareil, il faut qu'on intervienne. Et soit qu'on revienne au début, soit en reparamétrisant le modèle, soit avec des valeurs initiales différentes, par exemple, soit continuer le modèle avec plus d'itérations ou une période plus importante pour ne garder les paramètres qu'avec une période beaucoup plus importante pour qu'elles soient plus indépendantes avant d'analyser les résultats. Et donc, toutes ces phases, ça fait qu'on a à intervenir plusieurs fois. Donc là, je vais vous montrer sur un cas particulier les nombres d'interventions que l'utilisateur sera amené à faire. Donc ici, c'est issu d'une publication où on regardait la richesse spécifique des bryophytes terricoles en fonction de l'essence dominante et du mélange du peuplement. Donc je suis juste sur le premier coefficient de ce modèle statistique. Et donc là, je vous montre les trois itérations, les trois chaînes de Markov, pardon, depuis le début. Et donc là, on voit que les premières itérations n'ont pas vraiment convergé, donc il faut en enlever. Donc, séquence suivante, on met un burn-in de 500, et puis on se dit quand même qu'on va tout de suite mettre une période de 9. Et on voit ici que les trois chaînes ne sont pas complètement stables, pas complètement convergentes, donc on va encore vouloir augmenter le burn-in. Donc, troisième modèle, troisième lancement, ou poursuite du lancement, on augmente le burn-in. Là encore, on a une instabilité entre les chaînes de Markov, donc même chose, quatrième lancement, on augmente encore le burn-in. À chaque fois, il faut une intervention de l'utilisateur. Là, la convergence semble correcte à peu près, semble avoir lieu. Donc, on a passé la première étape de vérification de la convergence. Et par contre, en termes d'autocorrélation des paramètres qui restent, on a quand même des niveaux d'autocorrélation assez forts, au moins sur deux chaînes, qui font qu'on ne peut pas vraiment garder cette période-là. Donc, on va être amené à lancer une cinquième fois le modèle avec une période plus importante. Donc là, la convergence toujours est très bonne. Et là, l'autocorrélation, alors elle n'est pas absolument parfaite, mais elle est correcte. Et donc, on va dire qu'on a terminé. Donc, on a dû avoir à faire 5 itérations avec le modèle pour arriver à quelque chose d'acceptable. Donc, ça nécessite du temps de travail et du temps fragmenté de travail, et ce qui est donc un petit peu gênant dans l'utilisation des stats bayésiennes. Et c'est encore plus gênant quand on a besoin d'itérer le modèle un grand nombre de fois, par exemple quand on fait de la validation croisée, ou quand on compare un grand nombre de modèles avec des outils de comparaison de modèles, ben, ça fait beaucoup de travail, quoi. Et donc, le souhait que j'ai eu en développant ce package, c'est de faire tout ça automatiquement, finalement, que ce soit la machine qui s'occupe de tout ça, et qu'en une seule ligne de commande, on lance le modèle, que la ligne de commande, enfin, le package s'occupe de vérifier la convergence, et puis, une fois qu'il a vérifié la convergence, s'occupe d'obtenir un échantillon avec un nombre de valeurs efficaces souhaitées au préalable. Et j'ai souhaité aussi que ce package puisse s'utiliser à la fois avec différents packages d'écriture ou d'analyse de modèles bayésiens, enfin, dans R ou à partir de R, en gros. Donc, JAX, Nimble ou Greta, qui sont tous les langages que je connaisse, qui permettent de continuer le MCMC. Il fallait qu'on puisse continuer le MCMC s'il n'avait pas convergé ou s'il n'avait pas le nombre de valeurs efficaces,
Et ça, c'était les trois langages que je connaissais qui permettaient de le faire facilement. Et donc, ce que ça fait, c'est que donc, au début, bien entendu, l'utilisateur a à écrire le modèle, ça, c'est commun avec ce qu'il y avait avant. Par contre, l'estimation, la vérification de la convergence, la vérification de l'indépendance se fait automatiquement par le package lui-même. Donc, on n'a pas à intervenir de manière itérée sur le modèle. Donc, je vous montre ici juste rapidos ce que donne l'appel à la fonction. En fait, ce package a une seule fonction qui s'appelle runMCMC beta adjust avec un underscore. Donc runMCMC, c'est pour le fait de lancer le MCMC, c'est un terme, une fonction qui existe dans Nimble. Donc j'ai repris le début du nom comme dans Nimble. Et puis après beta adjust, donc ça ajuste le burn-in et le scene, le paramètre de burn-in et de scene automatiquement. Donc vous voyez ici qu'il faut spécifier le langage dans lequel on est. Donc ici c'était un modèle sous Nimble. Le nom du code du modèle, le nom des données, voilà, les noms des paramètres, les valeurs initiales. Le nombre d'itérations minimales et d'itérations maximales. Donc, le modèle va avoir la possibilité il va commencer par ce nombre minimal, il va avoir la possibilité d'aller ici jusqu'à 3 millions. Le burn-in minimal maximal et la période minimale maximale. Et puis, les critères de convergence ici et de nombre de valeurs efficaces. Et donc, en lançant cette ligne de commande, on obtient donc en une seule fois. Alors, bien entendu, le calcul est plus long, plus long qu'un seul lancement précédent, parce que le modèle a dû être lancé plusieurs fois, mais il n'y a eu qu'une interaction de l'utilisateur avec la machine, c'est juste le lancement initial. Donc, on obtient cette convergence qui est tout à fait correcte par rapport à ce qu'on a vu avant, et on obtient une autocorrélation qui est très bonne, qui est encore meilleure que ce qu'on avait obtenu avant. Voilà, donc les principaux avantages de ce package, c'est pour l'appel, pour le lancement, l'estimation elle-même du modèle, notamment quand on compare à ce qu'on doit faire dans Nimble, on a un code simplifié puisqu'on a juste une ligne de commande, donc c'est plus simple. Bon, par rapport à Jax, c'est un petit peu le cas aussi, Greta, pas forcément. Un autre avantage, c'est la rigueur, c'est que ça force l'utilisateur à préspécifier le niveau de convergence qu'il souhaite et le niveau de valeur efficace qu'il souhaite. Donc, voilà, on est obligé de se poser la question à l'avance et de le préspécifier. Donc, pour la publi, après, ce sera clairement spécifié. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une réduction du temps de travail répétitif. C'est la fonction qui va s'occuper automatiquement de régler la convergence et l'indépendance. Ça permet aussi, il y a des outils qui sont embarqués dans la fonction qui permettent de comparer l'efficacité de lancement sous JAX, Nimble, Greta, donc avec différents types de durée, d'analyse de nombre de valeurs efficaces, et ainsi de suite, et puis aussi différents types de contrôle de convergence. Et puis, un autre avantage aussi, c'est une plus grande facilité, je pense, à changer de langage pour le même modèle. Et donc, quand un modèle ne fonctionne pas bien sous un langage, on peut aller voir dans le langage d'à côté, voir si ça fonctionne mieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai été amené à faire assez souvent. Et là, ça permet de rester finalement sur le même appel de fonction. C'est toujours la même fonction qui est appelée. Il y a juste effectivement quand même à recoder dans le langage spécifié, mais après, c'est les mêmes appels. Voilà, donc en résumé, cet outil-là, principalement, son but principal, c'est de vous libérer des tâches fastidieuses de vérification de la convergence et du choix de la période, et donc de rendre plus facile l'utilisation de modèles bayésiens. Et puis donc, c'est toujours un package un petit peu en développement. Je vais essayer de le rendre un petit peu plus général et notamment en termes de généralité. Et puis voilà. Donc, j'espère de montrer, si j'en ai l'occasion peut-être l'année prochaine, dans le cadre du projet ANR Gambas dont fait partie ce développement, montrer peut-être l'année prochaine, si on fait quelque chose autour de Gambas, quelque chose autour de l'utilisation de ce package pour les JSDM. Merci de votre attention. Et par contre, là, j'entends rien du tout. Si, là, je vous entends, c'est bon. Enfin, s'il y a une question avant, j'ai rien entendu. Ah, j'entends pas non plus, là. Comment il est rouge là? Il a mis en rouge. Comment? J'entends vaguement que ça parle au loin, mais j'entends. On va pas tarder à poser une question, mais on a un petit problème juste de son. D'accord. Là, tu as entendu là? Ouais. Oui, très bien. Et Impeccable. là?
Là, oui, je t'entends bien. Ouais. Il y a un autre micro, hein? Ouais, je sais, mais il était pour moi. Sinon, Pierre, viens poser ta question ici. Ça me détend. S'il te plaît. Voilà, là, ça marche. Ouais, là, j'entends. Là. C'est toi qui poses la question? Merci, monsieur. Oui, merci. Donc, ma question était simplement sur les indicateurs que tu disais, fallait pré-spécifier la convergence. J'imagine que c'est quels indicateurs que tu prends sur les critères de mélangeance, notamment, etc. Alors, c'est les métriques. En fait, ce qui est embarqué dans le package pour l'instant, c'est soit la métrique de Gell-Mann-Rubin, qui est une métrique qui est utilisée pour quand on a plusieurs chaînes, soit la métrique, alors je me souviens plus de son nom, qui est utilisée pour une chaîne. Hop, 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 j'ai plus en tête, je suis désolé. Je suis désolé, il faut regarder dans le package, il y a une autre métrique pour dans le cas d'une chaîne. Voilà, donc ça permet soit d'utiliser une seule chaîne longtemps, soit de prendre plusieurs chaînes avec le critère de Gell-Mann-Rubin. Et on a une autre question. Du coup, moi, je me demandais si, en fait, à chaque fois que tu lances la commande, et donc il va y avoir une succession de chaînes qui vont tourner, et du coup, tu peux pas prévoir combien de temps ça va mettre. Alors tu peux, il y a une commande dans la fonction qui peut spécifier non pas, enfin en plus du nombre de valeurs d'itération au maximum, on peut spécifier un temps maximum. Mais du coup, ça veut dire qu'à la fin, on n'est pas sûr de, enfin voilà, oui. Oui, on peut spécifier un temps maximum. Et est-ce que si, pardon, et est-ce que si tu peux quand même, même si tu as spécifié un temps maximum et que tu n'as pas eu convergence, est-ce que tu peux quand même récupérer des résultats ou ça va juste shut Tu down récupères les résultats. Par contre, il peut y avoir le problème, c'est que tant que tu n'as pas convergé, il n'y a pas de mise à jour de la période. Et Ok, donc, si ta période initiale, c'est 1, tu vas récupérer tout. Enfin, d'accord. tout après burn-in. Donc, parfois, ça peut faire des objets énormes. Voilà. Ouais, ok. Voilà. Bah, c'est trop cool en tout cas. Merci. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux mettre une période un peu forte quand même au début. Enfin, disons qu'à la fin, on peut avoir des objets énormes. Bon, je crois que je vais essayer de le gérer dans le futur, mais non, si, maintenant, il me semble que c'est un peu automatiquement géré, ça. Mais il y a d'autres cas où ça peut être gros aussi, comme les sorties. Si ça déconverge après, par exemple. Moi, j'ai peut-être une question à ajouter. Si jamais on a un problème qui vient de convergence, qui vient d'un paramètre spécifique, qui peut arriver, est-ce que ça nous donne des indications là-dessus ou Oui, ça oui, nous bien sûr, on a les récupère? convergences sur tous les paramètres et on peut spécifier au modèle de ne pas regarder la convergence sur certains paramètres. C'est-à-dire qu'on peut on peut appliquer le critère de convergence sur une partie des paramètres simplement si on le souhaite. Ok, Donc on distingue les paramètres qui sont diagnostiqués pour la convergence et pour la période des paramètres qui vont être sauvegardés à la fin. On peut donc les deux peuvent être séparés. ok. Ouais, on a une autre question. Bonjour, et du coup, par rapport au temps, pour rebondir, si par exemple le modèle, il n'arrive jamais à trouver la convergence, enfin en tout cas, c'est tellement long, est-ce qu'au bout d'un moment, il dit à l'utilisateur, en fait, c'est juste pas possible de le faire? Ben, à ce moment-là, si tu as donné un temps enfin, il va aller jusqu'au bout, soit du temps, soit le nombre d'itérations. Et à la fin, il y aura alors, je sais pas, oui, je crois qu'il y a un warning, et puis surtout dans les sorties, il y a des attributs qui disent si enfin, t'as des sorties de convergence ou pas. Et tu as aussi un attribut qui dit si tu as convergé ou pas. Donc tu l'as, mais faut aller voir dans les attributs pour voir si ça a convergé ou pas, quoi. Tu as aussi des impressions qui sont pendant le lancement du modèle où tu vois si ça converge ou pas, aussi en direct. Donc, voilà, tu vois, aux différents lancements, tu as des stats résumés des niveaux de convergence et d'autocorrélation. Donc, tu le vois quand même. Hein. J'ai pas dit, mais la sortie, c'est un MCMC list, hein, comme classiquement en stat bayésienne, pour que ce soit utilisable avec voilà, la plupart des outils. C'est juste une MCMC list avec des attributs en plus qui disent comment ça s'est passé. On a une dernière question. Oui, merci pour l'exposé. Par rapport à Greta, ça marche avec. C'est du HMC, c'est ça, dans Greta? Ouais. Et comme les paramètres sont les mêmes pour la convergence? Ouais, tout à fait. Oui, oui, on est tout dans le même.
Jax, Nimble et Greta sont embarqués dans le même moule d'analyse, hein. C'est les mêmes métriques, hein, tout à fait. Ok, merci. Et maintenant d'ailleurs, pour info, hein, dans Nimble, il y a aussi du hamiltonien maintenant. C'est sorti assez récemment. Je sais pas si j'ai, oui, je sais pas si j'ai adapté le modèle, le package à ça, mais je vais le faire de toute façon sous peu. Je crois que pour ça, c'est assez facile. Par contre, par exemple, pour Jax, j'ai adapté le package pour un lancement assez simple sous Jax, mais pour des utilisations un peu raffinées, je suis pas sûr que ça embarque absolument tout. Donc, il faudra, s'il y a des utilisateurs qui ont besoin de trucs, moi, j'utilise pas des tonnes Jax. Donc, j'ai plus focalisé un peu sur Greta et surtout sur Nimble. S'il y a besoin de développement sous Jax, il faudra peut-être le faire après. Mais enfin, ça permet d'envoyer un modèle sous Jax, un modèle simple, il n'y a pas de problème. Ok, merci. On va passer à la présentation suivante. Merci. Alors, attendez, il faut que je... C'est Angelo, oui. Le partage, c'est bon. Comme je partage l'écran, du coup, je me suis dit, c'est bon, quoi. Il le garde en partage. Je suis ambitieux. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un travail qui s'est déroulé en stage de M2 à l'Université Bretagne Sud à Vannes, encadré par Audrey Potry. Donc, je vais parler de régression quantile avec contrôle de la variance applicative écologie. Plus spécifiquement, je vais parler de diversité trophique. Donc, la diversité trophique, ça va être la variété de réseaux trophiques auxquels une espèce appartient. Donc, en fait, ça va être un peu la variété de chaînes alimentaires auxquelles cette espèce appartient. Et plus elle est diverse, plus elle est variée, plus ça va nous intéresser, notamment au niveau de l'adaptation au changement environnemental. C'est-à-dire qu'on fait une hypothèse ici, c'est qu'une espèce qui va avoir une plus grande diversité trophique, donc un plus grand régime alimentaire varié, va avoir plus de facilité à s'adapter aux changements environnementaux. Cette diversité trophique, il y a un enjeu de mesure autour de cette diversité alimentaire, d'aller observer les comportements utilise la topique, un certain pourcentage d'isotopes lourds et d'isotopes légers, ça nous donne des informations sur la source primaire à la base alimentaire, quand on regarde la topique. Forme d'estimation de surface. Les données qu'on va avoir, c'est une série de mesures de synthèse de transformation dans le massif corallien. J'ai un partenariat avec un écologue qui s'appelle Tourneur à Nouvelle-Calédonie. Donc, qui sont sur plusieurs centaines dans le monde et sur plusieurs centaines d'espèces. On va avoir un certain nombre de plutôt biotopiques qui vont nous renseigner donc, sur les espèces qu'on étudie. Et donc, un enjeu, ça va être notamment de relier la taille de niche biotopique, de relier les différentes variétés environnementales et biotopiques. Principalement qualitatives. On a pas mal
garde une espèce 5 la plupart du temps. Effectivement, donc il y a pas mal fait de un modèle qui est non, voilà. Donc ça, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement voilà, une régression mixte avec effet aléatoire. Et la petite nouveauté ici que moi j'ai proposée, c'est que donc si ici on marque muij égale à xij transposé bêta plus zi transposé nu, en fait, le facteur d'erreur epsilon ij, on va l'exprimer comme suit, ici, avec un certain facteur ici en rouge, qui va dépendre d'un paramètre lambda qu'on va pouvoir fixer, en fait, qui sera un paramètre de contrôle qu'on va se donner. Et W ici, c'est la fonction de Lambert, c'est la réciproque de x exponentielle x. Et epsilon tilde ij, du coup, ça va être une erreur on va supposer qu'elle suit une distribution de Laplace asymétrique. Cette distribution, elle est très très centrale ici pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut. Et donc, qu'est-ce qu'on veut en fait? Ici, comme on va essayer d'estimer la taille de l'indice isotopique qui est basée sur un calcul de surface, en fait, on va tenter d'avoir un contrôle sur la variance des signatures isotopiques. Et on se dit que si on a un contrôle sur la variance, eh ben, on sera capable d'un peu mieux contrôler la surface qu'on va couvrir. Donc la variance qu'on essaie de contrôler ici, c'est la variance entre les individus d'une même espèce sur un même site. Donc ici, on réécrit le modèle un peu sous forme un petit peu simplifiée avec d'autres paramètres sigma i, pas sigma i tilde. Et donc ici, ce qui est crucial dans le développement de cette méthode, c'est la loi de la place asymétrique. La loi de la place asymétrique, donc x, on dit qu'il va suivre une loi de la place asymétrique de paramètres mu, sigma et tau, si sa distribution s'écrit comme ça. Donc tau fois moins tau sur sigma fois exponentielle de moins ρ de x moins mu sur sigma, avec ρ qui est la fonction de perte quantile qu'on utilise assez classiquement pour définir l'estimateur quantile. Donc ρ de u, c'est u fois tau moins indicatrice de u strictement plus petit que 0. Et ce qui est très intéressant avec cette loi de la place asymétrique, c'est que si on essaye de maximiser la vraisemblance d'un échantillon qui va suivre une loi de la place asymétrique, en fait, on va exactement retomber sur le problème de minimisation qui va définir l'estimateur de la régression quantile. Du coup, c'est une distribution qui est extrêmement pratique parce qu'on va pouvoir aller calculer des estimateurs quantiles en utilisant des algorithmes de maximisation de la vraisemblance assez classiques, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une astuce qui est intéressante ici. Et il y a une propriété aussi qui va particulièrement nous intéresser, c'est que si on prend donc x qui suit la place asymétrique, la variance de x, en fait, elle va être calibrée par le paramètre sigma, qui donc va être un paramètre de dispersion. Donc, ça veut dire que si on veut ici contrôler les variances interespèces, en fait, elles vont être à chaque fois paramétrées par les paramètres sigma i, ou sigma tilde de i. Donc, et voilà. Et ce qui est particulièrement pratique, notamment avec ce modèle-là, c'est qu'on n'a pas besoin de créer un peu plus de programmation parce qu'on sait déjà résoudre le problème donc du modèle linéaire quantile mixte avec effet aléatoire dans un package qui s'appelle LQMM, qui a été développé par Gérassi et Botaille. Moi, en fait, je peux me ramener à ce cas-là en dilatant simplement les données. Du coup, en dilatant les données d'un bon facteur, je peux me ramener à un cas connu et après faire la résolution normalement, puis faire une dilatation inverse pour retrouver mes paramètres d'intérêt. Et donc, si on écrit ici la vraisemblance, je ne fais pas ça en détail, mais en fait, on va faire apparaître une pénalisation ridge au niveau des sigma i, et c'est cette pénalisation-là qui va nous permettre d'avoir un contrôle sur la variance. Donc, on a fait quelques simulations que je ne vais pas du tout détailler ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, donc des propriétés asymptotiques qui vont dépendre de la génération des données, de certaines propriétés sur la génération des données. On a une convergence qui est parfois biaisée, ce qui est assez logique vu qu'on rajoute un terme de pénalisation ridge. Du coup, normalement, on rajoute du biais dans l'estimation. On a une méthode qui va être robuste, même vis-à-vis de distributions qui sont non normales, qui sont un peu lourdes, même si on veut la normalité asymptotique, il faut quand même avoir certaines conditions au niveau de la génération des données. Et là où on a fait au début des tests assez classiques de régression linéaire, d'analyse de variance, des trucs un peu plus simples, la plupart du temps, on arrivait à des erreurs de prédiction de 60-70% sur les tailles de niche. Et là, on a des erreurs de l'ordre de 5% ou moins. Donc, c'est quelque chose qu'on juge satisfaisant. Et pour revenir à l'application, donc en fait, ici,
pour étudier un peu l'effet de certains paramètres environnementaux sur la diversité alimentaire, bah, en fait, on va regarder les sigma I. Les sigma I, du coup, qui vont calibrer la variance des signatures isotopiques et donc calibrer la taille de la niche isotopique qui nous renseigne sur la diversité alimentaire. Et donc, en étudiant les sigma I et leur distribution, on va avoir des informations sur la diversité alimentaire à travers la taille des niches isotopiques. Donc là, on calibre le modèle et on peut faire des choses comme l'analyse de variance, quantifier l'effet de tous les niveaux des variables qualitatives à travers des régressions linéaires. De l'analyse assez simple, en fait, mais sur les sigma I estimés. Et voilà, là, c'est un exemple, par exemple, là, c'était une des variables qualitatives qui est sur la zone géomorphologique du récif corallien. Et ici, on voit que si on regarde l'isotope en carbone, elle va être assez peu significative, cette variable. Elle va être plus significative sur l'isotope en azote. C'est quelque chose qu'on remarque souvent, ça. Ici, on a une variable qui est plutôt environnementale. Les variables environnementales, elles vont plus influer sur la signature isotopique en azote, là où les variables biotopiques, elles vont plus influer sur la signature isotopique en carbone. Mais voilà, là, c'est un exemple de résultat qu'on peut avoir et qu'il faudrait aussi interpréter un peu plus par quelqu'un qui s'y connaît plus en écologie. Et donc, pour conclure, donc il y a 2 papiers qui sont en préparation sur ce sujet de stage. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce serait généralisable à tout problème d'estimation de surface. Enfin, dès qu'on veut estimer un indice qui se base sur l'estimation de surface, du coup, on peut l'appliquer. Ici, on a simplement contrôlé les variances. On pourrait contrôler d'autres estimations, par exemple de la diversité, parce que là, c'est simplement la variance, donc c'est quelque chose simplement au niveau de la dispersion, de l'étendue. Il y aurait d'autres indicateurs qui seraient possibles. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de faire du multivarié. Là, j'ai simplement étudié les signatures séparées. Et ce serait intéressant de les modéliser en même temps pour voir aussi les interactions qu'il y a entre les signatures. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour l'exposé. Moi, je suis un peu curieux sur le côté multivarié parce que quand on fait du multivarié, le gaussien, c'est facile. Dès qu'on sort du cas gaussien, c'est compliqué, et notamment sur des quantiles. Ça se généralise bien la LD là? C'est pas facile. J'ai regardé un petit peu. Je suis en train de regarder ça en ce moment. En fait, il y a des possibilités parce que la loi de la place asymétrique, on peut l'exprimer sous forme hiérarchique en fonction d'une loi gaussienne et d'une loi exponentielle, je crois. Et donc, par ces voies-là, il y a éventuellement quelque chose, mais je suis pas sûr du tout. Pour l'instant, il y a assez peu de choses qui ont été faites là-dessus. Mais voilà, je suis pas sûr que ça marche, mais il y a un peu une voie grâce à cette expression-là. Voilà, merci. Une autre question? Ouais. Ah, excuse-moi. Où ça? Non, c'est là. Merci. Du coup, moi, je connais pas du tout ces modèles et du coup, c'est plutôt une question de béotien, quoi. À quel point ces modèles, ils sont développés? Est-ce qu'ils se sont développés dans le même temps que les modèles linéaires avec estimation, enfin, en minimisant la somme des moindres carrés, ou alors c'est venu après, ou enfin, c'est quoi l'histoire de ces modèles, quoi? Tu veux les modèles quantiles? Ouais. Alors en fait, à l'origine, ça a été développé pas mal par Kuenker, qui est une des grosses références dans ce domaine-là. Et à l'origine, le quantile, il vient d'un désir de réduire l'hypothèse de la loi normale et de pouvoir avoir des erreurs éventuellement avec des distributions à queue lourde. Donc ça vient vraiment de là à l'origine. Parce qu'en fait, le problème de minimisation quantile qui va définir l'estimateur, comme on fait le moindre carré pour la régression linéaire classique, ici c'est le même problème de minimisation qui définit les quantiles pour une série et pour un échantillon de données. Et donc ça se rapproche de la médiane quelque part, donc comme c'est une forme de norme L1, il y a moins de sensibilité aux données extrêmes. Et c'est principalement ça la motivation. Et après, une fois qu'on a défini l'estimateur quantile, on a essayé de construire des modèles mixtes comme on l'a fait avec le modèle linéaire, quoi. Et la différence, c'est que là, il n'y a pas de solution de manière explicite. Donc la plupart du temps, on doit faire de la vraisemblance ou utiliser des algorithmes qui approchent. Enfin, là, par exemple, pour les effets aléatoires, la vraisemblance, elle va s'exprimer comme une intégrale, du coup. Et du coup, il y aura pas mal on ne pourra pas trouver de solution explicite. Et donc, il y a pas mal de processus d'approximation qui rentrent en jeu après. Voilà. Il y a pas mal de bayésien aussi qui se fait sur les quantiles. C'est pas ce que j'ai fait là, mais
Ok, merci. Merci. Ouais. T'as partagé le truc là? Ouais, c'est tout bon. Ouais, mais je sais pas, moi tout à l'heure ça m'a fait ça, on m'a dit. Là. Tac, je t'envoie ça. Et voilà. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Moussi, je suis en postdoc avec Kitui Oleka et je vais vous parler de modélisation des habitats en Europe dans le cadre d'un projet qu'on a mené avec Stéphane Hennekens et Sander Monter de l'Université de Wageningen. Alors, dans un rapport récent de l'Agence européenne pour l'environnement, il a été montré qu'une bonne partie des habitats en Europe est en détérioration continue. Non seulement les services écosystémiques sont rendus par ces habitats, mais également sur les espèces. C'est pour ça que en fait, ces habitats-là sont au centre de nombreuses initiatives et programmes de conservation importants à l'échelle européenne. Des axes majeurs de la loi sur la restauration de la nature qui visent à en restaurer de 20 à 30%. Seulement, ces programmes de conservation, ils ont besoin, pour pouvoir faire des décisions, ils ont besoin d'une caractérisation qui soit de qualité, de la distribution des terres. Et en termes de restauration, on a besoin de cartes de répartition potentielle, notamment pour les habitats menacés, pour identifier les zones où ils pourraient être restaurés. Besoin lors de sortie, on a besoin de les habitats, mais avant tout, il faut identifier qu'est-ce qu'on veut dire par habitat, parce que c'est une notion qui est assez complexe, qui peut avoir différentes définitions. Donc ici, on utilise la définition qui est utilisée par le système ENI. Et ici, l'habitat est défini comme étant une association de champs, comme en phyto. Et à cela, on va rajouter aussi l'environnement abiotique et dans certains cas, les groupements au niveau 1, c'est ce qu'on appelle les formations d'habitat. Cette classification ENIS, elle inclut à la fois des habitats naturels, semi-naturels et anthropogéniques. Donc, dans ce projet, ce qu'on s'est posé comme question, c'est d'essayer d'identifier la stratégie de modélisation qui va nous permettre de la européenne à s'en mettre au niveau 3. Et on s'est notamment, d'un point de vue méthodologique, intéressé à comment la télédétection et l'apprentissage automatique permettaient d'améliorer ces modélisations. Donc, on a utilisé un jeu de données qui vient de l'EVA, donc European Vegetation Archive. C'est les en noir dans la carte. Et donc, à la base, c'est des communautés de plantes, donc des présences-absences de plusieurs espèces, qui ont été classifiées par un système expert qui s'appelle TurboVeg en classe d'habitat ENIS. Donc, c'est un problème de classification supervisée. Donc, on a aussi collecté des jeux de données d'évaluation indépendante aux Pays-Bas, en Autriche et au Portugal. Pour caractériser les préférences abiotiques de ces différents habitats, on a utilisé des variables de climat, de topologie et des variables édaphiques du sol. À cela, on a rajouté des prédicteurs qui sont dérivés à partir d'imagerie satellite, en particulier de Sentinel-2. Donc, c'est les images Sentinel-2, ça se présente sous forme de séries temporelles d'images multispectrales. Donc, à partir de ces séries-là, on peut dériver des indices de végétation et regarder leur variabilité dans le temps, afin de dériver des indices de phénologie de végétation, de productivité, mais également des indices de structure de végétation. Par exemple, la taille des arbres, la taille des canopées.
en plus des cartes classiques d'occupation des sols qui sont dérivées à partir d'imagerie satellite. Et on a aussi dérivé des mosaïques annuelles d'imagerie satellite multispectrale dans le but de les utiliser pour caractériser la structure spatiale du paysage. C'est la stratégie qui est promis. On a commencé des modélisations antérieures qui ont été faites au niveau de l'EA. Donc, notamment une modélisation sous forme de en gros, chaque est modélisé indépendamment. Cette approche par analogie au stack SDR. Donc, dans cette approche, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, eux, ils ont remarqué, parce que c'est pas notre travail, c'est que cette approche, elle permettait d'avoir un bon rappel, mais une faible précision. Ça mais elle est très ambiguë pour créer une cartographie intégrée. Parce qu'on peut aucun donné, tout comme on peut dire tout plein d'habitants. Donc, on est passé par l'approche la plus intuitive, qui est de faire un modèle de classification de classe, à inclure d'exclusion mutuelle entre les classes d'habitants. Sauf qu'on s'est rendu compte quand on a rencontré le problème inverse du stack unit. Dans cet endroit spécifique, on peut avoir plusieurs habitats qui vont aller coopérer ensemble à fine échelle. Donc, par exemple, ici, il y a un carte occupant de sol. Puis ici, c'est d'échantillonner les communautés du plan d'eau, mais on voit qu'autour, il y a à la fois des forêts, des prairies, et notamment une partie qui est agricole. Donc, c'est notamment problématique dans les zones où c'est hyper fragmenté. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne donnerait pas plus d'informations à notre modèle de classification d'habitat en lui donnant de l'information sur le paysage sous forme d'images. Donc, pour décrire le paysage à partir de ces images, on utilise un cognitif qui va extraire des variables de paysage à partir de ces images et qui va les combiner aux autres variables abiotiques et autres, donc pour ensuite être utilisé comme prédicteur dans notre modèle d'habitat. C'est ce qu'on a remarqué en comparant cette approche par rapport à l'approche où on n'inclut pas ces inscriptures, c'est qu'on améliore à la fois, donc vous avez sur le graphe à droite les différences de performance, on améliore à la fois le rappel et la précision, et à quelques exceptions près, bien sûr. Et ce qu'on en conclut, c'est que non seulement la composition du paysage est importante, mais également la structure spatiale, l'agencement des éléments du paysage, d'où l'utiliser. Ça a permis de façon meilleure que les approches précédentes. L'un des c'est indésirable de riche sur le paysage, c'est qu'on a introduit des faux parce qu'on a inclus aussi des éléments du paysage qui étaient peut-être d'autres habitats. Et donc, cette approche reste utile lorsqu'on veut faire de la recommandation, on veut identifier une liste d'habitats qui existent dans cette zone-là, mais ça peut être très ambigu lorsqu'on veut faire de la cartographie de l'habitat dominant. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, et si une manière de réduire un peu l'ambiguïté sur le modèle, c'est justement en regardant ces paysages fragmentés comme celui-là, on va remarquer qu'en général, à fine échelle, les habitats qui ont tendance à co-occurrer, ils vont souvent être associés à différentes. Ils vont notamment obtenir différentes formations UNIS, c'est-à-dire à différents niveaux. Et donc, ce qu'on a décidé de faire un classifier chaque grande formation d'habitat, un classifieur pour les forêts, un classifieur pour les prairies, un classifieur pour les marais salants, etc. Et ensuite, l'idée est d'utiliser l'occupation de identifiée dans chaque pixel, le niveau 1, et étant donné le niveau 1, d'utiliser le modèle correspondant pour prédire la classe de niveau 3. Donc, on appelle cette approche parce qu'on définit niveau 1 avec l'occupation seul, puis niveau 3 avec le classifieur. Alors là, je vais vous expliquer. Donc, là, vous avez les différentes approches qu'on a testées. Et là où il faut se concentrer, c'est sur les voxplots jaunes et verts. Ils vont représenter l'approche hiérarchique. Et les voxplots violets vont représenter l'approche deep.
qu'on a remarqué déjà, c'est qu'en termes de rappel, les différences n'étaient pas énormes. Donc, on améliorait dans certains cas, on était pareil dans d'autres cas. Par contre, en termes de précision, on était meilleur. Et ça, c'est normal parce qu'on réduit un peu le pool d'habitat le pool d'habitat possible, et du coup, on réduit le nombre de faux positifs également. Donc, cela résulte en un score qui est meilleur. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'entre le jaune et le vert, on a fait des tests où l'approche hiérarchique utilise des variables de remote sensing dans la structure de végétation, etc. Et des cas où elle n'utilise pas ces variables-là, afin d'identifier si le remote sensing il était utile principalement pour juste identifier au niveau 1 les classes UNIS, ou est-ce qu'il était aussi utile au niveau 3. Les différences n'étaient pas énormes, ça a amélioré quand même, mais les différences n'étaient pas significatives. Ce qui veut dire qu'en fait, le remote sensing est nécessaire, probablement plus utile pour distinguer les grandes formations d'habitat, mais qu'après, au sein de ces formations, ça va surtout être le climat, le sol, le terrain qui va être plus discriminant. Donc, cette approche se classe meilleure que les autres approches, et donc c'est ce qu'on va utiliser pour cartographier les habitats à l'échelle européenne. Un inconvénient de cette approche, c'est qu'on ne peut pas avoir un ranking en probabilité de tous les habitants ensemble, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on va traiter chaque formation d'habitat toute seule. Donc là, je vous fais un résumé du workflow final qu'on a utilisé pour cartographier les habitats. Donc pour chaque formation, on va faire un modèle. Donc le classifiant en soi, c'est un modèle d'ensemble de différents algorithmes. Et cette stratégie d'ensemble, en fait, elle nous permettait de faire une mesure de prédiction moyenne et également d'institut, notamment de concentrer les différents algorithmes qui étaient demandés par l'appel d'offres. Et voilà, donc les résultats, c'est donc une carte, ce qu'on appelle la Wall-to-Wall Habitat Map. C'est un peu ça. C'est une carte intégrée de tous les habitats UNIS. Donc là, l'exploration, elle est au niveau 2, mais les classes en soi sont au niveau 2. En résumé, la meilleure stratégie pour modéliser les habitats, c'est une stratégie hiérarchique multiclasse. À échelle européenne, pour pouvoir bien modéliser les habitats, ils vont utiliser des bases de données qui couvrent un large gradient. L'intérêt de l'IA est principalement dans l'apprentissage de représentation, dans l'extraction de variables qu'on n'aurait pas forcément par des règles expertes, mais également dans le fait de pouvoir prendre en compte les interactions complexes entre facteurs abiotiques et biotiques, parce que c'est ce qui définit les habitats, c'est l'interaction entre ces différents facteurs. Et puis, en termes de télédétection, l'intérêt majeur, c'est dans la production de cartes d'occupation de sol qui doit à haute résolution, mais également dans la production de caractéristiques de végétation qui vont permettre d'améliorer, peut-être faiblement, mais quand même, au sein des formations. Merci, mais les différents collaborateurs pour le projet, notamment pour les climatiques, et Honda et Ruben de Vito pour tout ce qui est données satellites, et les contributeurs de l'EVA qui nous ont permis d'avoir accès au jeu. Je vous remercie pour votre attention. Bon. Sarah, merci pour l'exposé. Du coup, j'ai pas la partie hiérarchique là, qui a l'air c'est parce qu'il y a l'arrivée de données supplémentaires qui te permettent de faire des groupes a priori et de faire un classifieur par groupe, c'est ça? En fait, pour chaque classe, notre jeu de données, c'est des classes au niveau 3. Mais au niveau 3, tu as la niveau 1 qui correspond pas. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné des modèles que sur les observations de forêt. Et l'idée, c'était, étant donné conditionnellement au fait qu'on sait que s'il y a une forêt ici, quelle est la classe de forêt la plus probable? Voilà, mais le conditionnellement, c'est est-ce que tu prédis à un moment donné quand même que tu es dans la forêt ou est-ce que tu sors Alors ça justement, c'est la carte d'occupation de sol qui va te le donner. Voilà, donc du coup, l'algo hiérarchique, il utilise des données supplémentaires, qui est cette fameuse carte d'occupation des sols. Ouais, mais tu ne lui donnes pas la carte d'occupation de sol en prédicteur, c'est plus un... Oui, c'est un filtre. A posteriori. Alors, D'accord. on a trouvé que c'était l'approche qui fonctionnait le mieux parce qu'en fait, il y a souvent un mismatch entre l'habitat observé et l'occupation de sol, la classe d'occupation de sol qui avait cet endroit-là. Merci.
Tu dis qu'une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est sans doute que le réseau de neurones ou autre est capable d'attraper des interactions typiquement biotiques, abiotiques auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et il y a des méthodes d'interprétation, d'interprétabilité des méthodes de machine learning qui peuvent, d'une certaine manière, rendre visibles ces interactions. Est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez des choses sur les interactions qui sont prédictives? Alors, on a fait ça, oui, sur le modèle hiérarchique. On n'a pas les résultats ici, mais on a fait je ne sais pas si tu connais le SHAP. C'est une méthode d'interprétabilité qui permet d'avoir les effets locaux, en gros de partitionner une certaine prédiction aux effets des différentes variables, et tu peux faire aussi du SHAP sur les effets d'interaction. On a regardé ça, et en fait, oui, en fait, la structuration des habitats UNIS, elle fait qu'il y a forcément des interactions qui sont apprises. Parce qu'à un niveau, tu as une structuration par climat, tu as une structuration par type de sol, donc forcément, il y a des interactions. Puis on a aussi utilisé des modèles à base d'arbres qui forcément font des interactions entre... Mais est-ce que vous en avez trouvé des auxquels vous n'auriez pas pensé, justement? Ouais, du coup, je reviens sur le modèle hiérarchique parce que du coup, tu as dit qu'il y avait 3 branches avec 3 classifiers. Et est-ce que vous entraînez les 3 classifiers en même temps? Enfin, dans la loss, est-ce qu'il y a un élément pour chaque classifier ou pas? Non, il n'y a pas trop. Alors, en fait, le modèle hiérarchique, c'est que tu as un modèle, un classifieur par formation d'habitat, donc par grand groupe d'habitat, niveau 1. Oui. Et ensuite, il n'y a pas 3 branches dedans. Oui, non, mais Dans oui. le modèle, je veux dire, dans le modèle DIPS. Oui, c'est ça. Mais du coup, enfin, pour chaque input que tu donnes, il appartient réellement qu'à un seul groupe de niveau 1. Du coup, les classifiers des autres classes, est-ce que tu les entraînes ou pas? Enfin, est-ce que ça pondère la loss? Dans le cas hiérarchique. Ok. En fait, c'était ça un peu. On s'est dit que pour réduire l'ambiguïté pour le modèle, on allait juste lui demander de prédire conditionnellement au grand groupe d'habitat et du coup de prendre que le pool, d'avoir comme potentiel que le pool qui appartient à ce grand groupe d'habitat. Donc si on veut faire un modèle de forêt, on va juste prédire la forêt la plus probable. Mais c'est conditionné au fait qu'on sait qu'on a observé une forêt. Et ça, c'est donné par le Landus. Ok. Ouais, une dernière question rapide. Merci pour la présentation. Je me demandais pourquoi Sentinel-2? Parce qu'en fait, c'est peut-être pas les images de plus haute résolution, à moins que ce soit la couverture européenne. C'est principalement la couverture européenne. En France, on aurait aimé avoir fait ça avec les orthophotos au moins d'hygiène, mais à l'échelle européenne, c'est ce qu'on y avait puis de plus facilement accessible et lié aussi avec des liens connus avec la végétation. Ok, merci. Non, j'ai pas. C'est qui flèche, c'est ça? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Adam Bernard. Je suis en thèse au laboratoire Charles Coulon à Montpellier. Je suis sous la supervision d'Estelle Pitard et François Munoz, que vous connaissez peut-être au moins de nom. Et on s'intéresse à la dynamique spatio-temporelle d'herbiers lagunaires, et ça grâce à des images Sentinel-2. Donc là, l'idée de ce travail, c'est vraiment de présenter une introduction vraiment à ces travaux, vous présenter les résultats préliminaires et la méthode, voilà, surtout. Donc, le site d'études sur lequel on travaille, précisément, c'est la réserve naturelle du Bagnas. En fait, c'est à une demi-heure de Montpellier à peu près. C'est au sud de l'étang de Thau, entre Agde et Marseillan. Et cette réserve, elle est intéressante parce qu'elle contient un étang qui mesure près de 150 hectares, dans lequel se développe quelque chose qui nous intéresse, nous. Donc là, une fois qu'on y est, ça ressemble à ça. Et vous pouvez peut-être voir à la surface de l'eau cette espèce de tache un peu ocre brune. En fait, ça, c'est une plante aquatique du nom de Stuckenia pectinata.
Et cette plante aquatique, nous, on s'intéresse vraiment à la dynamique de cette plante. Donc l'idée, c'est de caractériser la dynamique de cette plante sur le site de Bagnas grâce à des images satellites Sentinel-2. Et dans un second temps, c'est aussi de s'intéresser à comment cette dynamique répond au changement de facteurs abiotiques du milieu. Donc ça passe nécessairement par l'idée de déterminer la position de la végétation sur l'étang. Et donc pour ça, comme je disais, on utilise encore une fois des images Sentinel-2. Et donc on utilise les 4 bandes qui sont résolues à 10 mètres. Donc c'est le plus fin qu'on puisse faire avec Sentinel-2. On utilise le rouge, le vert, le bleu et le proche infrarouge. Et on va utiliser toutes les images disponibles de début 2017 à fin 2022. Donc ça fait une série temporelle qui s'étale sur 6 ans de données, avec en moyenne une 30aine d'images par an. Avec cette comparaison, je voulais juste attirer votre attention sur un point, c'est qu'on ne peut pas, ou très difficilement, identifier la présence de végétation qu'en utilisant le visible, qui est l'image de gauche. Au contraire, à droite, on peut, en utilisant l'infrarouge, commencer à déterminer vraiment des patchs de végétation. Nous, on utilise une approche un petit peu différente que les indices de détection qu'on a l'habitude de voir. On utilise une approche par le machine learning, donc avec un random forest, qu'on entraîne pour faire une classification binaire, donc en présence ou absence de la végétation aquatique. Et on utilise en variable explicative, donc en features, pour utiliser la terminologie random forest, les valeurs de signal directement en rouge, en bleu, en vert, en proche infrarouge. Donc en fait, chaque pixel a une valeur associée, c'est des calques. Et grâce à ça, on essaie de prédire si oui ou non il y a de l'herbier sous chaque pixel. Donc pour ça, il faut forcément un jeu de données d'entraînement. Donc nous, on utilise des polygones de photo-interprétation. Donc on a découpé sur 6 images de 2017 et 6 images de 2023. Dès qu'on extrait les pixels de ces polygones, on obtient un total d'un peu plus de 7000 pixels qui va nous permettre de faire l'entraînement. Ce qui est très important, c'est qu'on a 80% de ces pixels pour l'entraînement et 20% pour faire le test sur cette validation. Donc ensuite, on entraîne l'algorithme. Et une des premières sorties intéressantes, ça va être de se demander quelle variable a le plus d'importance dans la ségrégation de ces deux classes, absence et présence. Et donc là, sans trop de surprise, on se rend compte que l'importance majeure, c'est la bande proche infrarouge, ensuite le rouge, le bleu et le vert. Notamment, c'est pourquoi pas mal d'indices sont construits grâce au rouge et au proche infrarouge. La deuxième sortie, celle-là, c'est les cartes classées. Donc en fait, on peut appliquer, dès le moment où on a une carte Sentinel, une image Sentinel avec les 4 canaux dont je vous ai parlé, on peut tout de suite appliquer cet algorithme pour classer en présence ou absence d'herbier sur notre site. Et du coup, vous avez de nouveau la comparaison. Donc, je vous rappelle, on fait une classification binaire. Donc, tous les pixels que vous avez en vert à droite, c'est les pixels que mon algorithme a prédit comme présents. Et en blanc, vous avez les pixels d'absence. En jaune, il ne faut pas y faire attention. C'est simplement de la végétation qui borde l'étang. C'est la végétation hors de l'eau. Il n'est pas du tout classé par mon modèle. C'est simplement un calque que je rajoute par-dessus. Elle est très peu variable d'année en année, et même d'image en image. Voilà. C'est simplement par souci de lisibilité. Pour ce qui est de la validation, donc on fait une première validation sur le jeu de données d'entraînement, vous vous rappelez les 20% dont je vous ai parlé juste avant. Et donc sur ce subset du jeu de données d'entraînement, on obtient une précision assez bonne de 99,29% de précision. Donc on se plante moins d'une fois sur 100, avec un intervalle de confiance assez restreint. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez important. Et maintenant, on peut être amené à se demander, d'accord, ces pixels de photo-interprétation, tu les connais très bien. On peut se demander quelle réalité terrain ça renseigne, ça, en fait. Donc, on est aussi allé sur le terrain à 3 dates différentes pour faire des relevés. Et donc là, on a fait des relevés semi-quantitatifs de couverture sur place de l'herbier. Donc, avec les gestionnaires, on a été aidés pas mal. Et on a obtenu une précision maximale de 73% quand notre catégorie présence-absence, on la sépare à 50% de couverture sur le terrain. Donc, tout ce qui est considéré sur le terrain à 50% de couverture ou plus devrait être déterminé comme présent dans mon modèle et inversement pour l'absence. Et donc à partir de là, on a, comme je disais, à partir du moment où on a une image avec les 4 canaux, on peut classer l'image et avoir des séries temporelles classées d'occupation de l'herbe. Et donc pour ce qui est du travail en cours, donc la première chose qu'on a envie de se demander, c'est d'essayer de tracer un profil temporel de cet herbier. Donc on agrège toute la donnée spatiale et on en fait une couverture en hectares. Et donc, on voit bien cette alternance au fur et à mesure des saisons de la couverture d'herbier. Je vous ai parlé de ce qu'on a envie de tester maintenant, c'est aussi les paramètres du milieu, comme par exemple la hauteur d'eau, la température, choses qui sont par les gestionnaires à intervalles très fréquents. Et donc, pour ça, on fait un modèle GLM, où on fit avec une loi bêta parmi ces facteurs abiotiques affectés,
je sais pas, la salinité. Ça, c'est des données terrain qui sont relevées par les gestionnaires toutes les 2 semaines environ. Et en effet aléatoire, on a intégré l'année. Et donc les résultats de ce modèle, alors c'est très préliminaire, il suffit de changer encore, mais pour le moment, ce qu'on trouve avec ce type de modèle, c'est un effet du niveau de la salinité qui sont notables. Déjà, on ne trouve pas d'effet, et pour un. Et donc ce qu'on peut tirer, c'est aussi la projection, enfin, ce modèle. Et donc là, ce qui est intéressant de voir avec ce graphique, c'est que rien qu'avec ce modèle, qui est parfois préliminaire, on retrouve bien cette différence, parfois précise, contre les données, les vraies données. Pour ce qui est des perspectives, alors, on fait des cartes, mais on n'utilise pas l'information spatiale. C'est quand même dommage de tirer. Du coup, pour ça, on s'est posé la question. Des questions et la date préférentielle de départ de l'herbier par saison. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en regardant à quel endroit l'herbier est détecté en premier sur la temporelle pour chaque saison. On peut regarder quelque chose d'encore plus intéressant, à mon avis, c'est le temps maximum consécutif pour chaque pixel pendant lequel a été présent. Du coup, ça nous renseigne sur la durée. Donc, distribution de ces pixels de temps maximum. Là, il n'y a pas de statistique, mais ne serait-ce que visuellement, ça renseigne sur quelque chose. On caractérise. Et notamment, on aurait tendance à visuellement, c'est qu'il y a une tendance à la dépense de vie, en fonction des années. Notamment, ce qui s'est passé en particulier l'année en rose. Il y a eu des grosses donc voilà, on sait aussi essayer d'utiliser des indices typiquement DM, ce qui fait bien, où on pourrait fait des patchs, on pourrait calculer la taille des patchs, l'espacement moyen des patchs, tout un tas de variables. Regarder comment ils évoluent au cours de chaque saison, puis essayer de quantifier des variations interannuelles aussi, et mettre ça en lien avec des facteurs abiotiques comme précédemment. Donc ça reste des hypothèses à déterminer. Donc si vous avez des idées aussi, bien entendu, je suis là pour ça, si vous avez des suggestions. Voilà. Merci pour votre attention. J'en profite de 30 dernières secondes, vraiment 30 secondes, pour vous parler de quelque chose. On organise une école d'automne à Grenoble sur les thèmes de la biodiversité passée, présente et future, donc c'est assez large, du 6 au 10 novembre, donc c'est vraiment pas longtemps, dans un mois. Et on y abordera des thèmes comme la biogéographie, l'écotoxicologie, la modélisation, la conservation, un tas de choses. Donc voilà, c'est limité à 40 places et ça peut compter pour 35 heures de formation doctorale. Donc si jamais vous n'avez pas fini votre formation doctorale, voilà. ou que vous voulez finir justement, bah, voilà, vous pouvez vous renseigner, ça sera avec plaisir. Voilà, merci à vous. Merci pour la présentation. Je me demandais, pour données spatiales, justement, si tu pouvais essayer de regarder de manière plus spécialisée qui peuvent te diminuer la salinité ou la bathymétrie, ce genre de choses-là. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais parler l'avantage aussi d'avoir une ferme naturelle, forcément. Malheureusement, les points dont j'ai parlé là, juste précédemment, tous ces facteurs abiotiques, en fait, ils sont mesurés à quelques points de l'étang. Ça rend du tout une valeur par pixel. C'est quand même dommage parce qu'on aimerait bien avoir ça, mais ça complexifie tous les modèles, donc ça dépend ça comme un pour un contre. Ça, c'est pris que sur un seul point, qui est un des les plus profonds de l'étang. Donc finalement, ça renseigne sur la profondeur de partout, enfin, le niveau de l'eau de partout. Et la température est assez variable en fonction de l'endroit sur l'étang. Il n'y a pas d'ombre sur l'étang. Tout le monde prend le même ensoleillement partout de façon à peu près homogène. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations. La salinité, effectivement, ça varie, comme tu disais, par les entrées d'eau, notamment le canal du Midi qui passe pas très loin. Et quand ils ont besoin de remettre du niveau d'eau, ils ouvrent les vannes du canal du Midi. Ils peuvent le faire. Mais ça, voilà, ça s'homogénéise assez vite. En tout cas, on n'a pas vu de différence notable quand on était sur le terrain et qu'on faisait ces mesures-là, justement. Voilà.
Non, c'est pas très profond, en fait. Ouais. Mhm. Merci. Merci pour ta présentation. Moi, sur ta partie de test de précision là, par rapport au terrain, qu'est-ce qui avait justifié le choix de 50% là? Alors, qu'est-ce que 50% couverture ou en dessous non couverture, et si tu avais envisagé de faire un test de sensibilité pour voir si ta précision elle variait beaucoup? Eh ben, en fait, le test de sensibilité, mais effectivement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que sur le terrain, je ne vais pas expliquer parce qu'en fait, je n'ai pas le temps, mais ce qu'on fait sur le terrain, c'est semi-quantitatif. Donc, en fait, on va sur le terrain, on prend un taux et on rate au fond pour évaluer la couverture. Pas forcément un fleur, mais juste par ça, on est capable de. Alors, on ne peut pas faire du quantitatif, du semi-quantitatif, donc on fait des catégories. En fait, ce qu'on voit là, c'est simplement une mesure de la précision en fonction de là où on décide de placer le C. En fait, comme on compare les données quantitatives, plus au total, avec une carte où on fait présence-absence, on est obligé de vérifier la précision à chaque instant. Et on fait du coup, on fait plus pour vérifier le trade-off entre la sensibilité et je crois l'inverse un autre truc. C'est de trouver le meilleur seuil en fait, celui pour lequel on a la meilleure précision. Une question de technique, comment tu as des petites étoiles sur ton effet année aléatoire là? Alors ça, comparé, alors encore une fois, on va peut-être être susceptible de changer, mais on a tout simplement comparé un modèle avec effet aléatoire d'un modèle sans effet aléatoire, avec exactement les mêmes covariables. Donc voilà. Et il était sensiblement différent. Donc, voilà. Hier, et on nous a un peu parlé de quand les différentes sources de données ne sont pas à la même échelle temporelle. Et là, du coup, tu as une image par mois, c'est ça, Ouais. satellite? Ouais. Et par contre, toutes les 2 semaines, la salinité, les trucs comme ça. Donc, Alors, ouais, ça, c'est une super bonne question. En fait, alors déjà, un premier truc, c'est qu'on n'a pas une image par mois et c'est pas hyper régulier. Ça, c'est un premier truc. C'est-à-dire que Sentinel, il a un temps de revisite qui est donné. Je crois que c'est tous les 5 jours, tous les 6 jours. Il prend une image tous les 5 jours, tous les 6 jours. Le truc, c'est que des fois, il y a des nuages. En hiver, il y a des nuages. Enfin, ça, c'est nul. Il y a trop d'infrarouge, c'est pas possible. Du coup, en hiver, on a beaucoup d'images et en été, on a beaucoup plus d'images. Ça peut être un truc déjà. Alors oui, on a du coup une certaine fréquence, même si elle est shiftée un peu à droite à gauche, du nombre de captures d'images. Et on a toutes les 2 semaines un relevé. Alors moi, ce que je fais simplement, c'est que je prends la valeur, pour l'instant, je prends la valeur à la date de relevé, enfin à la date où j'ai l'image la plus proche. Voilà. Je fais vraiment à la date la plus proche. Pour le moment, c'est comme ça. Ah, là, D'accord. non, là, je regarde Et l'ensemble, je regarde l'air total, en fait. d'accord. Et l'autre truc, c'est, moi, je pensais justement à l'aspect temporel. On pourrait imaginer, du coup, les prédictions pour chaque patient, elles sont indépendantes aussi. Parce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir des choses impossibles, du style absence, présence, enfin, un Ah truc oui, comme ça, quoi, un complètement. yo-yo. Donc, est-ce que tu intègres la possibilité dans... Du Ouais, tout. ouais. Ouais, Ok. faudra peut-être y penser, effectivement, mais pour l'instant, pas du tout. C'est Ça se vraiment trouve, c'est pas préliminaire. utile, hein, mais ça roule. Ah oui, peut-être. Merci. Ok, merci. Merci.